Alors, on va terminer et clôturer cette journée par une présentation rapide. Je vous en ai parlé ce matin pour ceux qui étaient là. De l'étude d'impact que la cuisine centrale de Bordeaux et Mérignac, donc c'est 23 500 repas par jour, avec sa commande publique, l'impact sur les filières locales et bio. Donc on a fait faire une étude et donc nous sommes avec Jean-Pierre Tesser qui va vous expliquer cette étude et donc qui est responsable achat et qualité de la cuisine centrale à Bordeaux. Bonjour, alors oui, ça peut paraître étonnant que la restauration collective vienne clôturer ce sommet, mais en fait, on est un petit peu l'aboutissement de ce que font les producteurs. On utilise leurs produits et depuis maintenant 20 ans que je suis sur la cuisine centrale de Bordeaux, Mérignac, on a pu voir qu'on avait quand même un énorme partenariat avec nos producteurs et on s'est posé la question à un moment, c'était comment on pouvait mettre en avant cet impact et comment on pouvait le partager, non seulement avec les institutions, mais aussi avec nos partenaires. Donc pourquoi on a évalué notre empreinte territoriale? C'est simplement parce qu'on savait qu'on avait des chiffres, on achetait des volumes, on va en parler tout à l'heure, on avait des chiffres, mais on n'arrivait pas à les rendre factuels. Donc on est passé par une agence, le cabinet Vertigola, qui est sur Darwin, qui a travaillé sur des données que l'on a pu compacter sur 2 périodes, donc l'année 2019 et l'année 2024, pour pouvoir faire une évolution de cet impact territorial. Alors, pourquoi on a fait donc notre empreinte territoriale? Tout simplement pour montrer que derrière nos achats, on avait un impact socio-économique et aussi une dynamisation du territoire. L'objectif de cette étude, c'était d'évaluer les retombées socio-économiques. Donc, les retombées socio-économiques, c'est simple, c'est ce qu'on appelle des impacts directs, donc qui vont être générés par nos achats. Les impacts indirects, qui vont être les achats de nos fournisseurs auprès d'autres fournisseurs. Et donc, dans notre cas, ça va être auprès donc, de producteurs ou de transformateurs tels que des laiteries pour les laitages, ou de l'huile, par exemple, puisqu'on a de la fabrication d'huile pour nous qui se fait dans les Landes. Donc on a travaillé sur un premier sujet qui était d'évaluer les retombées socio-économiques entre 2019 et 2024 et aussi évaluer les effets que l'on a sur le développement territorial des filières donc, agricoles et agroalimentaires. Alors agroalimentaire, des fois le terme peut faire peur. Nous, on n'est pas dans des systèmes agroalimentaires de grosse production, on travaille avec des PME qui sont situées sur le territoire. C'est ce qu'on appelle l'impact catalytique. Donc, sur les données qu'on a collectées entre 2019 et 2024, je vais prendre surtout le chiffre de 2024, sur 12,3 millions d'euros d'achat de denrées alimentaires, on sait qu'on a 77% qui sont réalisés sur ce qu'on appelle le périmètre Aquitaine Plus. Alors, Aquitaine Plus, parce que dans les achats publics, on ne peut pas avoir ce qu'on appelle un localisme. C'est vrai qu'on entend dire qu'il faut acheter en circuit court le plus proche possible sur du local. Le localisme n'existe pas dans les marchés publics. Donc nous, on a travaillé avec un référentiel qui est celui d'Écossaire, dans le label En Cuisine, qui est l'ancienne région Aquitaine et les départements limitrophes, et on appelait ça Aquitaine Plus. Et aussi au niveau de la Gironde, parce que le territoire girondin est important, même si on sait qu'il y a beaucoup de viticulture, ce n'est pas des débouchés que l'on va apporter aux viticulteurs en termes de restauration collective, mais c'est quand même un territoire qui est important pour voir un petit peu l'impact que l'on avait. Donc on a 9,5 millions d'euros qui ont été donc achetés sur l'Aquitaine Plus en 2024, dont 1,9 million d'euros réalisés en Gironde. Donc on voit quand même que ce sont des deniers publics qui sont réinvestis sur le territoire. Au niveau des impacts directs et indirects, on s'aperçoit que l'on a intensifié sur les 5 dernières années, on a intensifié notre impact. Au niveau notamment donc, de ce que l'on appelle l'impact direct, c'est-à-dire les emplois, pour l'achat que l'on avait 2,4 millions d'euros, c'est-à-dire c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que l'étude elle est assez complexe, pour 2,4 millions d'euros de production de la cuisine Bordeaux-Mérignac, sur la chaîne des valeurs, on a pu engendrer 5,3 millions d'euros de production agricole et agroalimentaire. Et derrière, on a soutenu 43 emplois, dont 9 emplois au sein de la cuisine centrale, mais 43 emplois sur l'ensemble de nos fournisseurs. En impact induit, chaque million d'euros de production ont pu générer, et c'est ça le plus important, c'est au-delà des 60 000 euros de générés de chiffre d'affaires par million d'euros de dépenses,
On a généré surtout et soutenu un emploi. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que ce sont des emplois qui sont soutenus sur des filières, et on a pu le voir, nous, avec des fournisseurs, quand on a passé des marchés qui ont des durées quand même assez longues, qui sont des durées de 4 ans, renouvelables. On a des fournisseurs qui nous disent on a contractualisé nos salariés en CDI, et donc on a pu identifier donc, ces emplois. Donc pour chaque 1 million d'euros, c'est un ETP supplémentaire. Au niveau donc du territoire, ça c'était donc l'impact socio-économique. Au niveau du territoire, on s'est aperçu quand même, par contre, on avait un impact qui était important, qui était un impact de développement des filières donc agricoles et agroalimentaires. C'était donc surtout un maillage important, qui était de plus en plus dense et assez dynamique. Le fait d'acheter auprès de ses producteurs et ses groupements de producteurs. Ça permettait aussi d'avoir ce qu'on appelle une pérennisation de l'activité agricole bio, même en temps de crise. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'on a un système d'achat, on va entraîner ce que l'on appelle un développement de filières, une structuration des filières, et avec la durée de nos achats, une pérennisation de ces filières. Ça a permis aussi à ces producteurs de répondre à nos marchés, de répondre aussi à d'autres marchés de collectivités, ce qui n'avait pas l'occasion, puisque derrière, le volume que l'on va faire fait qu'ils vont pouvoir générer derrière ce qu'on appelle des acquisitions de matériel, de l'innovation, et pouvoir répondre à des demandes qu'ils n'auraient pas pu avoir sans les débouchés que l'on pouvait, nous, apporter à ces fournisseurs. C'était pas la dernière, si ? C'était la dernière, oui. Donc, pour vous dire un petit peu, par rapport au maillage, le maillage, là je vais vous donner mon expérience, le maillage du territoire, c'est simple, c'est que certaines coopératives ont pu donc répondre, ont pu être désignées en fait, pratiquement en termes de producteurs, ont pu désigner des producteurs qui étaient pratiquement fournisseurs de la cuisine centrale. C'est-à-dire que sur l'ensemble des fournisseurs qui ont été donc audités, on avait plus de 380 groupements de producteurs et producteurs directement qui fournissaient le CIVU, qui sont sur le territoire. On réserve nos marchandises jusqu'à 1 an à l'avance. On travaille sur les schémas de plantation. On travaille avec eux aussi sur la partie équilibre matière, c'est-à-dire que lorsqu'on a des producteurs, là on est dans le monde animal et même aussi dans le monde agricole, végétal, on va travailler sur du calibrage divers et variés et on passe la totalité d'une production, ce qui fait que le producteur se retrouve à avoir un équilibre matière, que ce soit dans le végétal comme dans l'animal, et il se retrouve avec une certaine pérennisation de sa trésorerie, puisqu'il va pouvoir dire que lorsqu'il a une bête qui est sur le terrain, elle est dédiée au CIVU. Lorsqu'il a tant d'hectares, on a pu les voir il n'y a pas très longtemps sur les fraises, il savait que les parcelles de fraises sortaient régulièrement, et ça sortait pour le CIVU, pour la cuisine Bordeaux-Mérignac maintenant on appelle. Et donc, tous ces échanges qu'on avait avec les producteurs, on s'est en fait engagé, d'une année sur l'autre, on s'est engagé, et ça leur permet vraiment de pouvoir dynamiser leur filière, que ce soit même végétale, les développer, c'est-à-dire qu'ils nous proposent aussi certaines variétés, et tout ça dans une culture, donc bien sûr je ne l'ai pas précisé, mais ça paraît évident, dans une agriculture vertueuse, qui est une agriculture donc biologique, avec ce qu'on appelle aussi de plus en plus en commerce équitable, puisque un des principes que l'on souhaite nous mettre en place dans nos achats, c'est de la juste rémunération des producteurs. Donc quand vous avez une pérennisation des filières, parce que vous avez des engagements de volume, de durée et une juste rémunération, vous arrivez donc à les pérenniser. C'est quelque chose que l'on arrive à voir de maintenant. Ça a été compliqué de mettre en place. C'est une étude qui a été assez lourde. Et d'ailleurs, je sais que j'ai eu une critique, je ne sais pas qui m'a fait une remontée d'une critique, je ne sais pas la personne, je ne sais pas qui avait une... Allez, voilà. Bon. On a la critique, quand on prend les chiffres, elle est très complexe. On peut tout dire et n'importe quoi des chiffres. Il a fallu nous aussi se mettre dessus. Donc le cabinet Vertigula nous l'a expliqué. Mais on peut utiliser cette étude, elle est disponible, pour montrer que la commande publique est un moyen de soutenir les filières agricoles qui sont en crise, la filière agricole bio aussi qui est en crise. Même quand elle était en période de crise, nous on a toujours maintenu nos tarifs d'achat. Lorsque ça a été l'après-Covid, où on a dit que les gens allaient acheter maintenant autrement qu'en GMS, puis après derrière ils sont revenus à la GMS, ont abandonné les réseaux de distribution les plus proches. Nous on a toujours soutenu ces filières-là. Ces filières, on les a soutenues d'un point de vue engagement, volume, prix et durée. Donc la commande publique est un moyen de soutien des filières locales d'agriculture durable.
notamment le bio, parce qu'on considère que le bio, nous on ne considère pas l'HVE comme quelque chose de durable, parce que derrière c'est pour nous pas un engagement le plus périn, comme on dit, donc c'est quelque chose qui maintenant s'identifie et peut se justifier. Donc voilà. Il faut qu'on précise que la cuisine centrale, aujourd'hui, c'est 71% de bio, dont 3/4 vient de la région Nouvelle-Aquitaine. Moi, j'avais juste une dernière question. Donc, vous l'avez dit, ça fait 20 ans que vous êtes engagé à la cuisine centrale. Qu'est-ce qui fait que ça tient, que ça marche, puisque en fait, il y a vraiment une relation de confiance qui s'est instaurée avec les producteurs, avec les éleveurs, les éleveuses. Qu'est-ce qui fait que dans la durée, en fait, chacun trouve son compte? Alors c'est d'abord des échanges. Notre métier c'est de faire de la restauration, on n'est pas des producteurs et les producteurs ne font pas de la restauration. Donc en fait c'est de l'engagement, de l'écoute, du partage et d'arriver sur un terrain qu'on appelle gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on n'impose rien, on essaye de savoir ce qui se fait sur le terroir, le territoire, on a des exigences à un moment, mais on les revoit. Comme eux ont des fois des exigences, quand ils nous disent moi j'ai ce produit-là, des fois oui, le produit ne nous convient pas. Donc on essaye de trouver un terrain d'entente pour que sur le territoire, on puisse avoir la production qu'on souhaite avoir. Par exemple, il y a des fruits que je ne vais pas demander à nos producteurs parce que je sais très bien qu'on ne va pas en avoir dans la région. Quand je parle de fruits, c'est simplement la prune. On est sur de la reine Claude plutôt que de la Mirabelle. On va être sur certaines variétés de pommes. On est aussi beaucoup sur la saisonnalité. Ce qui fait que derrière, tous ces échanges nous permettent vraiment de grandir, que ce soit pour eux comme pour nous. C'est-à-dire on revient en fait à du fondamental, à des choses simples, la saisonnalité, des produits qui ne sont pas transformés, des produits qui sont les plus bruts, cuisinés, et on a des échanges entre professionnels, entre cuisiniers et producteurs. Moi, ça m'a marqué, des fois j'emmène des cuisiniers avec nous et quand on est dans un champ avec un producteur presque à quatre pattes en train de regarder, il nous explique que voilà, il a mis son couvert végétal, il a fait ci, il a fait... Et on voit des gens passionnés d'un côté comme de l'autre et qui apprennent à se comprendre et en fait expriment leurs besoins des deux côtés. Le but, c'est vraiment de trouver un moyen de sortir ces filières qui ont parfois du mal à avoir des débouchés ou à avoir même de la vitrine, alors qu'on a tout ce qu'il faut dans la région en termes de maraîchage, d'arboriculture, d'élevage et de production primaire, c'est-à-dire tout ce qui est transformation primaire, c'est-à-dire tout ce qui est les yaourts. Les huiles, par exemple, quand on est sorti de l'Ukraine, la guerre d'Ukraine, là, on nous a dit à un moment, ça y est, voilà, plus d'huile, il y avait des pénuries un peu partout. On n'a eu aucune pénurie, même pas une hausse, et on fait de l'huile bio de colza. Alors qu'à un moment, il n'y avait plus de colza, on nous dit, mais ça devenait n'importe quoi. En fait, on est dans l'échange et on est sur des engagements et on a les producteurs qui s'engagent auprès de nous. Et ça, c'est des relations de confiance qu'on a, depuis une dizaine d'années, vraiment une dizaine d'années. Et là, ça s'est amplifié depuis les dernières années parce que derrière, on souhaite vraiment être auprès des producteurs et des filières agricoles locales. Merci beaucoup. Je vais clôturer Pardon ? Oui, alors je vais dire quelques mots pour remercier. Au nom du maire de Bordeaux, merci aux chercheurs, aux chercheuses, à tous les praticiens et les praticiennes qui étaient présents, aux étudiants. Pour cette 3e édition, on a fait un voyage sous la terre, dans un pays mystérieux et en réalité finalement surpeuplé, à la recherche des secrets de la vitalité du sol. C'était passionnant. Alors moi j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris notamment que les vers de terre coupés en deux ne survivaient pas ou mal. Merci Denis Pierron pour ça, mais aussi l'effet des pesticides sur les sols. Et puis j'ai aussi été passionnée par des témoignages comme celui d'Emmanuel Cagnin qui nous a raconté comment il a cheminé durant toutes ces années et les résultats qu'il a obtenus en images. C'était vraiment très pédagogique et j'ai tout compris. Donc voilà, merci beaucoup pour toutes ces échanges, toutes ces présentations. Merci à Marina Gallemand pour l'animation. Bravo. Merci beaucoup. Très beau travail, franchement, c'est top. Merci à Céline Colin-Bellier, à qui on pense aujourd'hui, qui n'est pas là, mais voilà, on pense à elle.
Merci à Marie-Pierre Lacoste et aussi à Patricia Laplagne pour toute l'organisation, la communication et aussi pour la présentation finale. Merci beaucoup. Merci à Marie Poirot qui est au fond et l'équipe de la ville de Bordeaux pour leur investissement. Et puis, bien sûr, merci, un grand merci à Xavier Planty de porter ce sommet avec sa force tranquille et son énergie. Voilà, c'est un plaisir depuis 3 ans de faire ce sommet chaque année. Et enfin, merci à toutes et tous pour votre présence et vos questions. À Bordeaux, je le redis à chaque fois, mais nous sommes heureux et fiers. Au-delà des actions concrètes que nous portons. Merci à Jean-Pierre Tesser d'être venu nous présenter cette étude, cette synthèse de l'étude. Mais nous sommes très fiers de participer au rayonnement de cette dynamique sur le territoire en faveur de l'agroécologie et de soutenir toutes ces réflexions vers des pratiques plus respectueuses de la santé et du vivant.